Bienvenue sur Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro un architecte ou un designer, une marque reconnue ou émergente, un entrepreneur ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco. Son parcours, son métier, son quotidien, son univers, ses goûts, on saura tout. Enfin, j'espère. On peut se détendre en allant faire un peu de shopping, en allant courir dans les bois, en se faisant masser au hammam, en prenant un verre avec des amis, bien sûr. Mais il paraît que ce qui détend énormément, ce sont les activités manuelles et créatives. Broder des fleurs séchées sur du tulle, tricoter une écharpe, tisser une déco murale, peindre sur de la céramique, customiser son panier en osier, réaliser une couronne de fleurs, n'est plus réservé à nos mamans ou aux expertes qui ont des doigts de fée, mais à tout le monde, à vous et même à moi qui ai de main gauche. Non seulement parce que ça fait du bien au moral, le bonheur de créer quelque chose soi-même avec ses mains, ça nous change les idées, ça nous permet de nous concentrer aussi sur autre chose, notamment autre chose que notre téléphone. Et ça, Claire Chicoine l'a bien compris. Il y a 3 ans, elle a créé 16, une boutique atelier qui propose de s'initier au do-it-yourself et qui cartonne. Devenu le QG des Parisiennes créatives, 16 nous embarque en mode slow life dans un cocon bienveillant dédié à notre créativité. Bonjour Claire. Bonjour Hortense. Pour commencer, avant de faire un zoom sur 16, est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire do it yourself? Qu'est-ce que ça signifie et peut-être d'où ça vient même? Déjà, j'ai envie de te dire que j'aime beaucoup ton intro et je pense que je vais te l'apprendre. C'est super bien présenté. Do it yourself, c'est l'art de fabriquer, réaliser soi-même un objet mode, un objet déco, faire de la cuisine, du bricolage. C'est créer avec ses 10 doigts. Et on peut aussi l'entendre sous forme de DIY. DIY, oui. Voilà. Alors, il y en a aussi qui disent die. Die, oui, c'est vrai. Mais il ne faut pas dire die, non? Ouais, non, je préfère DIY. C'est un peu has-been. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail le concept de 16? Alors 16, c'est une boutique atelier qui est présente à Oberkampf, dans le 11e arrondissement de Paris, dans laquelle, en fait, on dispense plusieurs fois par semaine des ateliers do-it-yourself, principalement autour du fil. Donc on fait des ateliers broderie, tricot, crochet, tissage, macramé. Et on fait aussi des collaborations avec des créateurs qui viennent enseigner des techniques dont on n'a pas forcément la compétence ici chez 16, comme le bijou, l'aquarelle, la calligraphie, la maroquinerie. Voilà, donc on a une programmation très large. Et notre mission, c'est d'accueillir un maximum de personnes autour de notre grande table d'hôtes pour s'initier à ces différentes pratiques. Donc ça se passe ici, là où nous sommes. Ça se passe ici, dans notre cocon. En plus de nos ateliers, on a aussi une boutique qui présente les créateurs qu'on vend et un coin mercerie pour les personnes qui souhaitent, à l'issue de l'atelier, poursuivre des créations à la maison et qui pourraient acheter le matériel sur place. Ouais. Alors, comment tu définis ces ateliers? Comment tu trouves les thèmes? Pourquoi tel ou tel? Quels sont les ateliers du moment, par exemple? Déjà, il y a une affinité pour ma part avec le fil. Donc, on fait principalement, comme je te disais tout à l'heure, broderie, tricot. C'est vraiment les ateliers qu'on dispense le plus et qui remportent le plus de succès. Donc, j'en suis ravie. Après, on s'inspire beaucoup des tendances, de ce qu'on voit passer sur les réseaux sociaux. Pinterest, c'est une source d'information sans limite. Et c'est des heures passées derrière l'écran, sur Instagram, sur Pinterest, à trouver des nouvelles idées, des nouveaux coloris. C'est aussi des rendez-vous avec des fournisseurs qui peuvent nous inspirer avec des nouvelles matières. Et donc en ce moment, les ateliers que tu proposes, par exemple, pour le mois d'octobre ou novembre? Alors octobre-novembre, on est reparti sur la broderie, on rentre les ateliers de tricot avec les bras. Voilà, donc on va plus vers des ateliers cocooning. Cet été, on a fait beaucoup de couture. Et puis là, on va travailler des matières qui donnent envie de se poser, qui réconfortent un petit peu. Alors, tu proposes notamment un atelier de arm knitting, je le dis bien? Arm knitting, moi je dis. Arm knitting. Arm knitting, je Arm dis, knitting, ouais. Qui fait un peu le buzz. Enfin, moi, c'est comme ça que je vous ai connu. Comment tu fais pour savoir en amont les ateliers qui sont attendus, qui sont dans l'air du temps? Alors, le arm knitting, c'était vraiment un plaisir personnel. C'est-à-dire que j'avais trouvé ça sur YouTube, il y a quasiment à l'ouverture du magasin, il y a 3 ans. Une Américaine qui tricotait assise par terre avec ses bras.
une énorme pelote de laine. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? J'ai trop envie d'essayer. Donc j'ai commencé à appeler des fournisseurs en leur demandant est-ce que vous avez cette fameuse grosse boule de laine de 1 kg, 2 kg avec de la mèche épaisse que je pourrais tricoter avec les bras. Alors les gros fournisseurs classiques, ils m'ont tous dit non, on n'a pas ça, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'elle nous sort celle-là? Et puis, de fil en aiguille, si on peut dire, je suis tombée sur un fournisseur qui m'a dit « Oui, j'ai ça », plutôt pour destiner à autre chose, à du feutrage plus précisément. Et quand je lui ai dit que je cherchais pour tricoter, il m'a dit pourquoi pas, vous pouvez essayer. Et en fait, j'ai reçu la laine ici au magasin. J'ai fait une photo sur Instagram et j'ai mis « On a les boules ». J'ai mis comme légende « On a les boules ». J'ai programmé un atelier, mais pour me faire plaisir. Et en fait, ça a cartonné et ça fait 3 ans qu'on fait des ateliers de arm knitting toutes les saisons. Et lesquels fonctionnent le mieux, justement? Quels ateliers Mais comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment broderie, tricot avec les bras. Après, toutes les nouvelles techniques qui rentrent. Donc, on a fait punch needle, qui, quand on a commencé à programmer les ateliers, voilà, c'est très bien vendu. Le tissage aussi, qui revient bien à cette saison. Le bijou, qui alors lui est programmé toute l'année. Donc le bijou, c'est quoi? On apprend à faire un petit bracelet, par exemple? Voilà, donc on a une créatrice parisienne qui est vendue en boutique, qui vient, le temps de 3 heures, nous apprendre des techniques de montage de bijoux. Et on réalise une parure en plaqué or avec des pierres semi-précieuses et on fait sa bague, son collier, son bracelet et on repart avec ses bijoux. Ouais, alors comment se déroule un cours, un atelier en fait? Combien de temps ça dure et est-ce qu'il faut venir avec son matériel? Est-ce que vous le fournissez? Comment ça se passe? Alors tout est compris chez nous, donc la cliente arrive les mains dans les poches. On est entre 10 et 12 personnes autour de la table, une animatrice spécialisée donc dans l'atelier et la technique qui est enseignée. Tout le matériel est sur la table et puis voilà, c'est parti pour un atelier de 2, 3, voire 4 heures. Et soit la cliente repart avec le projet terminé, soit elle repart avec le projet à terminer à la maison, quand c'est des projets un peu plus longs, notamment en tricot, mais avec tout le matériel pour finir chez elle. D'accord. Et ce sont des ateliers plutôt le soir et le week-end? Voilà, donc en fait, l'idée c'est quand même de proposer des temps de détente, donc en dehors des horaires de travail. Donc c'est le soir de 19h à 21h en semaine, parfois le mercredi et le vendredi après-midi, et puis bien sûr le samedi matin, le samedi après-midi et parfois le dimanche. Toi, tu donnes des cours? Moi, je ne donne pas de cours. Je suis le cours, je regarde avec enthousiasme les créations des filles, je discute avec les filles, je peux parfois conseiller quand on me le demande, mais je n'enseigne pas. Et alors, qui sont les enseignantes? C'est leur métier ou elles sont créatrices? Oui, ce sont des créatrices qui sont diplômées en école d'art principalement. Et ce sont des freelances qui travaillent soit à leur compte à côté pour développer un projet qu'elles ont initié, soit en atelier de broderie, en atelier de mode pour des grandes maisons, et qui, sur leur temps libre, viennent transmettre leur passion lors d'un atelier. Oui, parce que quand on est créative, on n'est pas forcément pédagogue. Toi, tu leur apprends à l'être, il y a une méthode, c'est un critère de sélection? Ah bah bien sûr. Alors, je leur apprends, non, j'estime que c'est quand même assez inné. Après, c'est des recrutements classiques, entre guillemets, et des tests où, en fait, voilà, on les teste lors d'un atelier et je suis là, je regarde. Et puis après, il y a un petit, on va dire, formatage 16, parfois dans la tenue, dans le discours, dans l'introduction à l'atelier, parce qu'on on met en condition les filles, faire le petit tour de table, demander les prénoms, éteindre le téléphone pour ne pas être dérangée par les bruits, voilà. Mais tu as une équipe ou tu es toute seule sinon à animer? Alors, je suis 16? toute seule. Je suis toute seule. J'ai des filles qui sont en free sur plusieurs heures par semaine, en dehors des ateliers, pour m'aider sur la préparation, travailler sur toute la créa. Mais sur la partie, on va dire, business, oui, je suis toute seule. Donc toi, ton job au quotidien, qu'est-ce que c'est? Mon job au quotidien, c'est tenir le magasin déjà, faire en sorte qu'il y ait de la marchandise dans la boutique, qu'il y ait des fournitures pour les ateliers, donc c'est toutes les commandes. Beaucoup de relationnel, c'est du commercial aussi. Organiser ses ateliers, trouver les intervenants. Recruter les filles, faire les plannings, parfois aussi faire le ménage. C'est vraiment à 360 degrés, quoi. Faire le marketing, le site internet, les réseaux sociaux, tout, quoi. Et qui sont tes clientes alors? Alors, les clientes sont... donc, c'est quand même une fille, la cliente type, on ne va pas se mentir. Pas du tout d'hommes? Alors, il y en a très peu. On est contente quand on en a, mais on aime bien quand même être entre filles. C'est vraiment... Après, voilà, on a un mur rose,
des décorations dorées, c'est assez féminin. J'avais envie que ce soit un moment entre nanas, propice à la confidence, au partage. Et on a remarqué que quand il y a des hommes, c'est pas pareil. Il y a une petite appréhension, on ne parle pas aussi librement. Donc c'est une fille parisienne, on va dire entre 25 et 35 ans, qui travaille dans la mode, la com, la pub, qui passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et qui s'est laissée inspirer par des comptes de créateurs ou par notre compte aussi et qui a envie de venir s'offrir un moment de détente, plus que de s'initier dans une pratique et d'approfondir à fond. C'est plutôt la parenthèse créative. Et on est bien d'accord que, je disais en plaisantant dans mon intro que j'ai 2 mains gauches, mais c'est vrai. Mais donc si je veux juste m'initier, je peux venir. On n'est pas obligé d'avoir un certain niveau. Non, la plupart de nos ateliers sont accessibles aux débutants. On a des niveaux seulement dans 2 disciplines, le tricot et la broderie, parce que c'est vraiment les ateliers qui cartonnent. Et on avait envie aussi d'avoir un suivi pour les filles qui viennent à l'initiation. C'était un peu frustrant, elle nous disait qu'est-ce qu'on pourrait faire après. Du coup, on a 4 niveaux maintenant en broderie, 3 en tricot. Donc on n'est pas... Oui, parce qu'il y a des fidèles qui reviennent pour apprendre, pour progresser. Sûr. C'est toute notre problématique, c'est qu'en fait, on a besoin de se renouveler, d'avoir des ateliers différents, novateurs, parce qu'on a une clientèle de fidèles qui veulent venir une fois par mois. Voilà. Et on a quand même besoin d'avoir notre programmation classique, toutes les initiations, pour celles qui découvrent le concept et qui ont envie de tester. Ouais, et tu dis les clientes, elles viennent chercher un bon moment, elles viennent pas chercher une création en particulier. C'est pas forcément l'objet qui les intéresse. Elles s'intéressent à un thème, mais qu'est-ce qu'elles viennent chercher ? Alors l'objet compte quand même, que ce soit un objet mode ou déco, elles sont quand même séduites par l'objet, mais je dirais aussi par tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire le lieu, le fait d'être posé dans un cocon pendant 2-3 heures, déconnecté du téléphone portable comme tu le disais tout à l'heure, et c'est vraiment le cas. Voilà, elles viennent chercher un temps au ralenti dans un quotidien parfois beaucoup trop intense. Et parce que les travaux manuels, on ne dit pas travaux manuels, c'est pas très branché, mais alors c'est on quand dit loisirs créatifs. Loisirs créatifs. Mais il y a 30 ans, c'était quand même dans l'air du temps. Nos mamans peut-être faisaient de la broderie, de la peinture sur porcelaine. Il y a 10 ans, il y a eu un frein, j'ai l'impression, c'était peut-être un peu plus has-been. On associait le do-it-yourself aux mamans qui faisaient du scrapbooking, non ? Oui. Et j'ai l'impression que c'est de retour, donc pourquoi à un moment le do-it-yourself a souffert d'une mauvaise image et comment on explique ces mouvements ? Pourquoi il y a un retour en force du do-it-yourself ? Alors c'est vrai qu'on a des clientes, des femmes, on va dire la cinquantaine, qui viennent et qui nous disent qu'avant, à l'école, elles apprenaient. Il y avait des cours de macramé, de couture. Alors aujourd'hui, on est un peu jalouse d'entendre ça. Et il y a eu cet essoufflement, peut-être parce qu'il y avait... il n'y avait pas de marque forte, parce qu'il n'y avait pas aussi tous ces réseaux sociaux qu'il y a aujourd'hui et qui nous donnent envie de rentrer dans ces univers. Je dirais que l'offre fait aussi la demande et le fait qu'il y ait des marques émergentes, notamment aussi dans des kits de tricot, de broderie, les maisons d'édition aussi qui ont sorti plein d'ouvrages avec de belles créations modernes, plus tout ce qu'on voit sur Instagram, sur Pinterest encore une fois. Mais ça a donné ce nouvel élan au loisir créatif. Et puis ça va aussi de pair avec le besoin de prendre du temps pour soi, comme le yoga, qui est très à la mode. Voilà, le loisir créatif, c'est quand même une forme parfois de méditation, de mini-thérapie autour d'une activité manuelle, quoi. Justement, sur le site de CES, j'ai vu, c'est écrit noir sur blanc que le do-it-yourself est bon pour le moral. Tu parles même de happy therapy, ça veut dire quoi ? En quoi le do-it-yourself fait du bien ? Ça fait du bien parce que ça fait du bien de se poser, d'utiliser ses 10 doigts pour créer autre chose, pour créer quelque chose et non pas tapoter sur son téléphone ou sur son ordinateur. Parce que, en l'occurrence, quand on partage aussi sa passion avec d'autres personnes, mais voilà, ça nous permet d'échanger sur une passion, sur une activité qui nous fait du bien, parce qu'on est content et fier d'avoir créé quelque chose, soit qu'on va exposer chez soi, soit qu'on va offrir à quelqu'un, une création personnalisée. Alors la création, tu le disais, c'est synonyme de convivialité, c'est ce que certaines filles viennent chercher chez CES, mais c'est aussi un épanouissement personnel. Donc comment on fait cohabiter les deux notions de convivialité avec les autres, mais épanouissement personnel, c'est pour soi ?
Tu vois ce que je veux dire ? Convivialité. Convivialité déjà quand on partage son activité, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pratiquent seules à la maison un atelier un moment autour de la couture, une session tricot devant une série dans son canapé. Voilà. Convivialité, c'est pour moi, c'est vraiment le plaisir de partager, d'échanger autour de sa passion, de donner des petites astuces entre tricoteuses, c'est un exemple, partager aussi des contacts, des adresses. Voilà, et puis voir tout simplement qu'il y ait des filles qui, Oui, qui partagent cette passion. Mais je pense que c'est au-delà, c'est vraiment d'échanger vraiment sur le sujet, quoi. Où est-ce que tu trouves ça ? Ah oui, est-ce que tu connais telle personne, telle créatrice ? Moi, elle m'a donné envie de ça. Et j'ai trouvé ce patron à tel endroit. Il faut absolument que tu y ailles. Il faut que tu ailles faire ce salon. Il y a plein de nouveautés à chaque fois et des nouveaux fils. Voilà. C'est vraiment c'est les discussions qu'elles ont. On les entend autour de la table. Voilà. Donc, c'est vraiment le fait d'échanger sur sa passion. Et puis de rencontrer de nouvelles personnes aussi. Parce que parfois, dans le boulot ou dans nos amis, personne ne partage le tricot, la couture, et voilà, et c'est se retrouver entre personnes, entre filles qui pratiquent une même activité, et puis l'épanouissement personnel, parce que voilà, on est quand même fiers de ce qu'on a créé, on est content de la progression qu'on a aussi dans une technique, donc je pense que tout ça se combine très bien. Quand tu as fondé 16, tu sentais que le do-it-yourself, c'était déjà dans l'air du temps, ou c'est le fait de fonder 16 qui a contribué aussi à rendre cet univers tendance, justement à déculpabiliser la fille qui faisait, je sais pas, ses couronnes de fleurs dans son coin, lui dire que non, faire une couronne de fleurs, il y a plein de filles comme elle qui font des couronnes de fleurs. Alors tu as pris un bon exemple, parce que couronne de fleurs, c'est tendance. J'aurais dit crochet, c'était déjà un peu moins glamour à vendre auprès d'une vie sociale, mais... Alors les deux, parce que c'était le début. En fait, je l'ai fait pour moi parce que j'ai commencé à apprendre le tricot complètement par hasard. J'ai adoré le moment que j'ai passé. J'ai adoré le fait de rentrer chez moi et de pouvoir continuer à créer quelque chose avec toutes les compétences que j'avais apprises, les connaissances que j'avais acquises lors de l'atelier. Et puis après, j'ai eu envie de continuer à m'initier à des nouvelles techniques sans me perfectionner vraiment dans le tricot. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de m'essayer au tissage. Voilà. J'ai pas trouvé de lieu. J'ai pas trouvé d'espace. Il y avait des animations sur des festivals, dans les grands magasins, mais c'était pas un endroit dédié où, voilà, quand j'avais envie, il y avait quelque chose qui se passait. Du coup, j'ai ouvert 16. Ça a été très rapide. En 3 mois, j'ai trouvé un local, j'ai fait les travaux, j'ai trouvé un nom, j'ai fait la com et on a ouvert le lieu. Et je pense aussi que le fait d'avoir le lieu, bien sûr, ça a ouvert à beaucoup plus de monde le do-it-yourself, tout ce qui pouvait se faire avec des créations qui sont assez modernes, qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, qui sont valorisées par une belle photo. Nous, on travaille avec une photographe. Voilà. Il n'y a pas de côté mémérisant, c'est un côté aussi cocooning. Donc, on vend le fait de faire l'activité, mais aussi tout ce qu'il y a autour, quoi. De bel espace, les jolies matières. Voilà. Mais justement, c'est très joli comme univers. 16, c'est une boutique comme un cocon, comme tu dis. C'est bien pensé, le choix des ateliers, le lieu est décoré avec soin. Tu as un site aussi qui est très joli. Comment tu as travaillé pour créer cet univers ? Alors pour l'espace, j'ai travaillé avec un architecte, un ami à moi. J'ai fait, je sais pas, genre 50 moodboards Pinterest et je lui ai dit, alors je veux un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Je me suis beaucoup inspirée aussi pour les couleurs du Maroc, où je vais très régulièrement. Donc j'avais envie d'un mur un peu rose, un peu ocre, des tons très naturels. Et voilà, on a travaillé ensemble et puis ça a donné le cocon, oui, comme j'aime le dire, qu'on a aujourd'hui. Après, voilà, c'est aussi mes goûts, c'est personnel. J'aime les choses assez poudrées, assez douces. Le site internet, j'ai fait du marketing et de la com pendant 10 ans, donc j'ai envie de quelque chose de professionnel, de facile d'utilisation, de lisible, avec un e-shop, que tout puisse se passer en ligne, et qu'en même temps, ça donne envie, avec une grande part réservée au visuel. Alors 16, ça veut dire quoi ? 16, alors j'ai longuement cherché un nom, j'ai essayé de faire des jeux de mots justement avec loisirs créatifs, DIY. Et j'ai une amie qui travaille dans la pub et dont le métier est de trouver des slogans, de travailler les mots. Et je lui ai dit, il faut absolument que tu m'aides à trouver un nom.
Donc je lui fais un brief, donc voilà, notre marque, c'est un lieu de vie, c'est une adresse dans laquelle on vient s'initier à différentes pratiques. Et elle m'envoie des planches de noms qui sont déjà logotypées et au milieu il y a 16. Et je lui dis, pourquoi tu as mis 16 Je ne comprends pas. Et elle me dit, 16, c'est ton adresse, puisque tu es au numéro 16 de la rue de Crussol. Et comme tu m'as briefé en me disant que ta marque, c'était un lieu de vie, c'était une adresse, ton adresse c'est 16, donc pourquoi pas 16 ? Et puis on pouvait aller un petit peu plus loin, seize the moment, en anglais, ça veut dire profite de l'instant, essaie de capter l'instant présent. Et je me suis dit, banco, on part sur ça. Et en 3 ans, tu es devenu le temple, entre guillemets, du do-it-yourself. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès ? Comment tu t'y es pris pour te faire connaître si bien et si vite ? Est-ce qu'en fait, tu as redoublé d'efforts ou c'est vraiment la preuve qu'il y avait un engouement autour du do-it-yourself ? J'avais l'intuition que ça allait marcher. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait, que je me suis investie à 300% sur le projet. Mais je ne pensais pas que ça allait être aussi vite, aussi intense. Et j'en suis ravie. J'ai travaillé dès l'ouverture avec une attachée de presse. Et on a fait de jolis visuels de notre lieu, un communiqué de presse et on a envoyé aux journalistes. Et très rapidement, on a eu des retombées, les gens sont venus et on a eu des retombées dans les magazines avec des photos. Donc c'était assez immersif pour les personnes qui regardaient. Et les gens sont venus nous voir en disant « Ah, je vous ai vu dans Grazia, je vous ai vu dans Le Parisien. » Voilà. Et on a eu quelques télés aussi. Il y a eu le Arm Knitting qui nous a fait exploser quand on a commencé à programmer les ateliers. On a sorti des coffrets avec Hachette, des coffrets tricot avec les bras pour Noël. Pareil, ça a cartonné, on a réédité l'année d'après. Et en fait, ça a fait que le lieu s'est rempli très rapidement, plus le bouche à oreille ensuite. Et puis l'expérience concluante, je pense, pour les clientes qui viennent et qui reviennent et qui laissent des avis sur les réseaux et sur les sites. Et tout ça fait que notre lieu est rempli et que parfois il faut s'y prendre longtemps à l'avance pour réserver un atelier. Alors toi, t'en parlais, tout à l'heure, t'en parlais un petit peu, quel a été ton parcours ? Alors moi, j'ai fait des études de langue, notamment d'italien. Je voulais être prof d'italien, donc tu vois, rien à voir. Et puis après, j'ai bifurqué en marketing. J'ai travaillé pendant 8 ans dans le tourisme. L'univers déjà de la détente, de la déconnexion. Faire voyager. Mais plutôt autour du voyage, voilà, la promotion de destination. J'ai travaillé sur ces 8 ans, pendant 6 ans pour l'Office du tourisme et des congrès de Paris. Donc vraiment au rayonnement de la destination Paris sur les marchés étrangers. Et comme j'avais un rythme de travail qui était de plus en plus intense, avec de plus en plus de responsabilités, j'ai eu besoin d'avoir des temps de pause autres que le sport, que je faisais déjà 3 fois par semaine. Et j'ai découvert le tricot et puis j'ai eu envie, comme je te disais tout à l'heure, de continuer à m'offrir ces petits temps off au ralenti, au cours desquels je pouvais travailler des matières agréables qui me réconfortaient. J'ai beaucoup travaillé la laine, je te disais, tricot, tissage, c'est toujours avec du fil. Puis comme j'ai pas trouvé de lieu, j'ai créé 16. Mais comment t'es venue l'idée de créer 16 ? Parce que dans les endroits où je faisais les ateliers, je trouvais que c'était pas assez cocooning, c'était pas un endroit dédié. On était parfois au milieu d'un grand magasin, il y avait le brouhaha. Si tu voulais aller, je dis n'importe quoi, aux toilettes, il fallait faire 3 escalators. Si tu avais soif, tu avais une bouteille de cristalline sur la table. Voilà, je trouvais que c'était pas assez cocooning comme j'avais envie que ce le soit. Et c'est pour ça que j'ai créé un lieu où c'est assez doux et réconfortant. Mais tu te sentais entrepreneur à la base ? Parce que là, tu as plaqué un job pour te lancer dans cette drôle d'aventure, comme on dit. Ouais, je pense que c'est mon tempérament quand même. C'est mon tempérament, c'est mon caractère assez fonceur, un petit côté leader aussi. Oui, je pense qu'il faut l'être quand on veut se lancer. Ouais. Et tu as tout fait toute seule en 3 mois ? Alors, j'ai suivi une formation à la Chambre de commerce, j'ai pris un architecte, j'ai pris une attachée de presse. En fait, j'ai été chercher les compétences d'une que je n'avais pas, les réseaux aussi que je n'avais pas. Et ça m'a aidé à me lancer aussi rapidement. Sinon, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Mais tout ce qui concerne la partie projet, business plan, toute seule, ouais. C'est un environnement de travail qui a l'air très sympa, très gai, très cocooning, comme tu dis. C'est ce que tu vas apporter aux gens, mais j'imagine qu'il y a un envers du décor. Est-ce que tu as des difficultés au quotidien, des choses qu'on ne soupçonne pas ? Qu'est-ce que tu aimes le moins ?
dans ce que tu fais? C'est vrai que je suis très contente le matin de venir bosser ici. Pour moi, c'est même pas bosser, c'est contribuer au développement d'un projet qui me tient à cœur depuis très longtemps. Il y a un envers du décor, bien sûr. Il y a un stress permanent de bien faire, de vouloir que ça continue, de bien marcher aussi. Au début, la première année, alors j'ai compris maintenant qu'il y avait une saisonnalité dans le business, dans le fait d'avoir un commerce aussi. Mais au début, dès qu'il y avait un mois creux, j'étais paniquée. Je me disais, ah là là, ça y est, c'est terminé, le téléphone sonne plus personne rentre dans le magasin. Ah non, en fait, c'est juste que voilà, c'est une période où c'est après les fêtes, c'est beaucoup plus calme. Voilà, j'ai compris aujourd'hui, je suis beaucoup plus sereine par rapport à ça. Il y a toute la partie compta qui est paperasse que moi, j'ai beaucoup de mal à suivre. Je suis pas trop rigoureuse sur cet aspect-là. Et puis après, il y a les grosses catastrophes qui peuvent te tomber dessus, un dégât des eaux, une partie de la cave qui s'écroule sur de la marchandise, des choses comme ça, où là, tu te dis, ah là là, c'est trop lourd, j'en ai marre. Mais voilà, mais ça va durer une demi-journée, et puis après, tu vas avoir un appel avec une très bonne nouvelle, un nouveau client qui va te demander de participer à un super projet, et c'est reparti, et t'as oublié ta cave qui s'est effondrée sur ta marchandise, et puis voilà. Tu fais quoi justement pour te détendre? Parce qu'il y en a plein qui font du do-it-yourself pour se détendre, mais toi, est-ce que c'est encore un loisir ou tu l'associes à ton métier? Alors, ça reste un loisir sur le tricot, puisque moi, je pratique uniquement le tricot de tous les ateliers qui sont dispensés ici. Alors, pas du tout en printemps-été, mais tu vois, là, j'ai repris hier d'ailleurs, parce qu'on a fait le tri dans nos pelotes de laine. J'ai repris des pelotes que j'ai ramenées à la maison pour tricoter le soir, et je suis trop contente de m'y remettre. Je me suis même dit que j'allais préparer des cadeaux de Noël tricotés pour cette année. Après, j'ai pas trop eu le temps sur les premières années de m'offrir un temps de détente. Et là, depuis la rentrée, je vais au yoga une fois par semaine et ça me fait un bien fou. Et j'ai trouvé un espace, un cocon, là aussi. Et je suis très portée, moi, sur le lieu, sur l'énergie qu'il y a dans l'espace. Et j'ai trouvé un super lieu à 15 minutes du magasin. Et voilà, j'y vais soit le soir, soit tôt le matin. Et je suis très contente de ce moment à moi où je prends le temps de respirer. Alors, c'est pas du tout un yoga dynamique ou un sport où je me défoule, mais c'est juste prendre le temps de respirer et de me reconnecter un petit peu avec moi-même. Tu as un univers déco, un style que tu aimes particulièrement? Celui qui est présent. Ouais. Dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, je pense que c'est vraiment les matières naturelles, le bois, le rotin, et puis le poudré, les choses douces. Le doré, j'adore le doré. Les fleurs. Les fleurs, ouais. C'est comment chez toi? Alors, ça ressemble à ta boutique? Dans l'inspiration, oui, on va dire dans les grandes lignes, oui. Il y a des touches un peu plus scandinaves, notamment dans le mobilier, et marocaines un peu plus prononcées. Des petits tabourets tressés qu'on n'a pas ici, des petites jarres très colorées, des choses comme ça. Des cactus, voilà, qu'il n'y a pas ici au magasin. Est-ce que tu as une pièce préférée, un endroit dans lequel tu te sens vraiment bien? Pour tricoter, par exemple, tu te mets où? Moi, j'adore la chambre. J'adore le lit et ce que j'aime surtout, c'est les oreillers et la couette. Je trouve ça mais tellement réconfortant de se mettre sous la couette avec plein d'oreillers calés derrière dans le dos, une petite lumière d'ambiance et c'est parti pour une session tricot. Comment on fait pour se créer une déco qui nous ressemble, toi qui proposes de faire des choses soi-même, avoir une déco personnelle sans trop suivre justement ce qu'on voit sur Instagram par exemple? Je pense qu'il faut prendre le temps de peut-être de regarder des magazines, de se balader dans les magasins. Et puis après, c'est au feeling, c'est au coup de cœur, c'est choisir des matières qui font du bien, des couleurs qui nous inspirent, qui nous sont agréables, se créer un univers bienveillant juste avec des affinités, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut créer au lieu d'acheter? Quasiment tout. Toi, tu achètes des objets déco ou c'est de la déco que tu fais toi-même? Alors, on va dire que pour tout ce qui est mobilier, on l'achète. Après, pour tout ce qui est déco murale, on peut fabriquer un miroir, on peut fabriquer des cadres brodés, des tableaux d'aquarelle, on peut faire soi-même sa vaisselle en céramique. Voilà, je pense qu'il y a plein de petits objets, des luminaires. Il y a plein de petits objets qui sont assez simples à réaliser, qui ne demandent pas trop de technique et pas trop de budget non plus. Pour Noël, par exemple, on en parle déjà. On peut faire ça, on fait de plus en plus sa déco.
Alors oui, et puis c'est un vrai plaisir de préparer Noël. Je pense que c'est une ambiance qui est un peu magique et on peut la préparer seul, mais aussi avec des enfants. Les enfants, ils adorent ça, donc ça peut être un bon prétexte. On peut faire bien sûr la traditionnelle couronne de Noël, accrochée à la porte, à suspendre dans le salon, à mettre en centre de table. On peut faire ses décos de sapin, ses ornements, avec des boules en origami, avec des guirlandes de pompons. Il y a plein de choses qu'on peut imaginer. On peut faire une jolie déco de table avec des petits mots calligraphiés. On peut faire ses paquets cadeaux avec des tissus anciens qu'on viendrait joliment nouer et parfaire d'une petite broche en fleurs. Oui, je pense que faire sa déco de Noël, c'est très agréable et en plus, ça invite à l'attente du moment de manière encore plus forte. Et il faut prendre le temps, en fait. C'est une question de temps aussi de faire soi-même. Oui, il faut se forcer à prendre le temps, comme on pourrait se forcer à prendre le temps d'aller au sport ou d'aller faire ses courses. Voilà, et c'est comme tout. Mais c'est quand même un moment agréable que de faire ça, je pense. Alors, est-ce qu'il y a une tendance actuelle qui te plaît particulièrement, que tu as repérée, qui pourrait se traduire d'ailleurs par un atelier ? Alors, les dernières tendances très fortes qu'on a repérées et qui sont transformées par un atelier, qui ont cartonné, c'est bien sûr le tricot avec les bras, le arm knitting, et le fait de travailler les fleurs séchées autrement qu'en couronne et en bouquet, notamment sur du tulle dans de l'encadrement. Là, je dirais que la nouvelle tendance qu'on explore, c'est le fait de teindre de manière naturelle des chutes de tissu. Et on en a plein ici, surtout à l'issue de nos ateliers couture. Et de venir travailler ces chutes de tissu en les transformant en fleurs, en bouquets de fleurs, en broches fleuries. On a même fait un herbier. On a l'impression quand on le regarde que c'est plein de petites fleurs, différentes variétés de fleurs qui sont encadrées dans l'herbier. Mais en fait, non, c'est un herbier avec justement ces fleurs de tissu. Et j'ai vraiment envie de continuer à explorer cette technique parce que c'est assez simple à réaliser et ça permet de faire de très beaux objets, aussi bien pour mettre en déco à la maison qu'à porter en accessoire pour customiser un vêtement. Où est-ce que tu fais ton shopping déco ? Est-ce que tu as 2-3 marques ou boutiques que tu aimes bien ? Je vais beaucoup et principalement, et avant même d'avoir travaillé avec eux, chez La Redoute Intérieure. Et je trouve qu'ils sont à la pointe de la tendance et qu'ils sont sur des budgets assez raisonnables. Donc on a beaucoup d'objets, de mobilier, de déco qui proviennent de La Redoute Intérieure et AMPM. J'aime bien Anthropologie aussi. Alors c'est un peu plus difficile de faire venir le mobilier ou la déco de là-bas, mais j'aime beaucoup. Et puis après, je pense qu'il faut continuer aussi de se balader. J'adore faire les boutiques, je préfère aller dans les points de vente qu'acheter sur Internet. Ça me donne plein d'idées. Dès que je voyage, je passe un temps fou dans les magasins, ce qui a le don d'agacer mon compagnon. Il me dit « mais t'as besoin de rester autant de temps à tout regarder comme ça dans la boutique ?» J'observe tout. Et après, ça me donne des idées. Je peux aussi acheter et ramener ici. Quel est ton dernier achat déco ? Des tapis. On avait des tapis à l'ouverture du magasin, ce qui renforçait le côté chaleureux du magasin, de la boutique. Et on les a enlevés parce que c'était trop contraignant avec tous les ateliers autour du fil. C'était vraiment un entretien quotidien. Finalement, à la rentrée, là, je me suis dit, je vais racheter les tapis. Alors, j'ai racheté exactement les mêmes. J'étais contente qu'ils soient encore sur le site. 3 ans après les avoir achetés pour la première fois. Et j'ai hâte qu'ils arrivent et que ça redonne un petit côté... ça renforce le côté cocooning du lieu. Et celui dont tu rêves, peut-être pour chez toi, sinon ? Je rêverais pour chez moi, d'un canapé beaucoup plus grand et confortable. En fait, je rêve d'un canapé d'angle. Où on pourrait s'allonger et être très cosy. Ça, j'aimerais bien. Mais il faudrait que j'ai un appartement un peu plus grand. Alors, on va terminer avec les questions à Watt 1000. Cette fois, ça va être des questions à 16 €. 16 € comme 16. Ouais. Est-ce que tu sais quel est le département qui porte le numéro 16 ? Alors, le 17, c'est Charente-Maritime. Et donc, le 16 Je sais pas. Charente tout court. Ah, j'étais pas loin. Pas loin. Tu aurais préféré vivre au XVIe siècle ou dans le 16e arrondissement ? Au XVIe siècle, je pense. S'il y avait une ligne 16 de métro, où voudrais-tu qu'elle te mène ? Au bord de la mer, sans hésitation. Quelle jeune fille tu étais à 16 ans ?
Je commençais un petit peu à prendre de l'assurance et à devenir justement une jeune fille, à sortir de l'enfance. Assez tardivement, du coup. À 16 ans, on peut avoir son permis de conduire. Toi, t'es plutôt métro, vélo, scooter, voiture, trottinette. Alors, je fais tout à pied. J'ai la chance, entre guillemets, je l'ai quand même choisi, d'avoir le magasin à 5 minutes à pied de chez moi. Et comme j'y passe beaucoup de temps, je fais tout à pied. Et après, quand je dois me déplacer, j'essaie de marcher le plus possible. Et si je suis un peu ric-rac, c'est quand même métro. Merci beaucoup, Claire. Merci, Hortense. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à laisser un commentaire sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez, à suivre Décodeur sur Instagram, bref, à me faire des retours et surtout à en parler autour de vous. Merci et à la semaine prochaine.